J'ai passé, c'est pas la seconde année que j'ai, parce que à l'académie, en fait, je dis j'étais 5 ans, en fait, la seconde année, par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver. J'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne, où je m'étais, voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non? De manière que, si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait, j'étais réduit à peu près à faire la partie inférieure, c'est-à-dire la bouche, tout au plus, le nez, les orbites, et pas au-delà. Enfin. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé au bout, et depuis, j'ai toujours envie de reprendre cela. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi, ou un personnage vivant, la différence devient minime. Un vaut à peu près l'autre. Et alors, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que le crâne prend, pour finir, une présence vivante, n'est-ce pas? Un crâne n'est pas l'équivalent d'une table ou même d'un fruit, un objet. Il est plus proche quand même d'une tête vivante que de n'importe quoi. Eh bien, alors, là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard, n'est-ce pas? Que le reste, la tête qui se transformait en crâne devenait à peu près l'équivalent du crâne du mort. Mais ce qui faisait la différence entre le mort et la personne, c'était son regard. Et alors, je me suis demandé, et j'ai pensé depuis, si au fond, il n'y a pas d'intérêt pas grand intérêt de sculpter un crâne, un mort. On a la volonté de sculpter un vivant. Dans le vivant, il n'y a pas de doute que ce qui fait vivant, c'est son regard. Si le regard, c'est-à-dire la vie, devient l'essentiel, il n'y a pas de doute que c'est la tête l'essentiel. Le reste du corps devient presque comme des antennes qui rendent la vie possible aux personnages vivants qui se trouvent dans la boîte crânienne. Enfin, ça m'est arrivé à une certaine époque de voir les gens dans la rue comme si l'être vivant était minuscule, que je l'apercevais uniquement à travers l'œil, à travers son œil, comme s'il était enfermé dans sa boîte, avec 2 trous pour regarder en dehors, en l'air, pas par terre. Il a une certaine distance du sol, et qu'il avait poussé des antennes pour se tenir debout, pour se nourrir, pour se défendre, mais que tout ça n'était pas très loin d'un outil, n'est-ce pas? Qu'entre un marteau et la main, il y a moins de différence qu'entre ce qu'il y a de vivant dans la cervelle et la main. Que la main, après tout, n'était qu'un instrument. Et ça me faisait un drôle d'effet. Parce que ça enlevait d'abord tout poids au personnage. Et le corps devenait, au fond, une matière morte, ou pas plus vivante que n'importe quelle matière végétale, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je vais faire. La chose que je vois, je la ressens, je la vois, mais j'ignore complètement par quel moyen je pourrais la réaliser. Donc j'ai beaucoup de chance que je commence à me tromper pendant peut-être des années sur la taille, n'est-ce pas? Que pour rendre ce que je vois, la taille joue un rôle énorme, et il suffit qu'on soit 5 cm au-dessus, au-dessous, pour y passer continuellement à côté. En même temps, il faut dire que pendant toute l'époque que j'allais chez Bourdelle et depuis, j'allais continuellement voir au Louvre et ailleurs, voir les sculptures, n'est-ce pas? Que j'ai copié depuis toujours, depuis l'enfance, absolument tout ce qui me tombait sur la main, tableaux et sculptures de toutes les époques, et que peu à peu, j'ai, je crois, été intéressé ou attiré à peu près par tout ce qu'on a fait.
Alors il y a des choses qui sont restées, que j'aimais autrefois, et dont je n'ai pas varié mon attitude envers elle, non. Et d'autres qui sont présentées, m'ont donné quelque chose, passionné et presque disparu. Enfin. Mais il y a tout de même des choses qui sont restées et qui ont pris une certaine permanence, n'est-ce pas? Vous m'aviez dit une fois que une des premières statues que vous aviez faites était Oui. une statue d'une certaine taille, assez grande, et que, en y travaillant, la taille de cette statue s'était réduite peu à peu. Oui. Et que vous étiez arrivé à une dimension qui était votre dimension. Et Qui était ma... Mais c'est pas tout à fait que c'était ma dimension, que malgré moi, n'est-ce pas, et en m'en défendant autant que possible, j'étais dans la nécessité de me réduire à une dimension minuscule qui, en fait, m'étonnait, m'effrayait, et dont je voulais en sortir, sans penser que toutes les sculptures, à peu près, qui me touchaient du passé, étaient, comme par hasard, des sculptures de cette dimension, plutôt minuscule, enfin. En tout cas, toute sculpture qui n'est pas attachée à une architecture ou à un endroit précis, n'est-ce pas? J'ai cessé de travailler d'après modèle, essayé en mémoire de réaliser ce que je ressentais devant le modèle, ou devant un personnage réel, n'est-ce pas? Et cela se réduisait à très peu de choses, n'est-ce pas? Ce que réellement je savais, ça se réduisait à peu près à une plaque, hein, de poser d'une certaine manière dans l'espace, et où il y avait tout juste deux creux, n'est-ce pas, qui étaient, si on veut, le côté vertical et horizontal qu'on trouve dans toute une figure. Mais ce n'est pas ex abrupto que vous y êtes arrivé, ce n'est pas immédiatement. Pour arriver à cette plaque. Pour arriver à la plaque, eh bien, j'ai commencé naturellement en mémoire de vouloir réaliser le plus possible de ce que j'avais vu. Donc je commence bel et bien à faire une figure analysée avec des jambes et des bras, une tête. Mais tout ça me semblait faux et je ne croyais pas. Alors pour la préciser, j'étais obligé peu à peu à sacrifier, ça n'était fait que ça, réduire, tant pis, laisser tomber la tête et les bras et tout. De la figure, il ne me restait qu'une tache, au fond, et ce n'était jamais ni volontaire, ni satisfaisant, bien au contraire, toujours décevant, de voir que ce que je dominais vraiment comme forme se réduisait à tellement peu de choses. Hein? Et dans le temps, il vous avait fallu combien de temps pour faire cette expérience? En combien de jours, de mois êtes-vous arrivé à cette plaque? Quoi, par exemple, pour arriver à cette plaque? Cette plaque, oui. Ben ça a duré, je crois, j'ai travaillé dessus tout un hiver, n'est-ce pas? Celle-là et deux autres du même genre. Parce que alors, il y a une autre chose, c'est que je commençais 2 ou 3 sculptures différentes et elles arrivaient au même point. Elles devenaient la même, toujours, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes arrivé à cette plaque, est-ce qu'elle présentait l'état de tension à quoi on est particulièrement sensible dans une sculpture? Il me semblait qu'elle était, d'une certaine manière, ressemblante avec les choses. Avec les choses et avec moi. Alors là, de nouveau, il y a une espèce de confusion. Est-ce que c'est belles les choses que je voyais, que je voulais reproduire, ou est-ce que c'est une chose affective ou un certain sentiment qu'on a des formes qui est intérieures et qu'on voulait projeter à l'extérieur? Là, de nouveau, il y a un mélange dont ça ne sortira jamais, je crois. Oui, y a-t-il un monde extérieur? N'y a-t-il pas un monde extérieur? Mais justement, là, ça se... il n'y a pas de raison de décider pour l'un ou l'autre. Non. C'est la volonté qui décide, c'est pas l'esprit. C'est involontaire, plutôt, je crois. Que ça peut arriver que, voulant s'exprimer soi-même, n'est-ce pas, disons, sans tenir compte de la réalité extérieure, on ne finirait que par faire un objet qui a de ressemblance avec la réalité extérieure, mais comme voulant copier le plus exactement possible une tête, par exemple, le résultat ne sera pour celui qui regarde pas du tout la tête qu'on voulait reproduire, mais la sensibilité de celui qui l'a faite, dont il tourne à son contraire. Je crois que ça se reproduit continuellement, d'ailleurs. Toute présentation, aujourd'hui, qui voudrait revenir à la vision
précédente, c'est-à-dire à l'intégrité d'une tête, telle qu'on la faisait dans la Renaissance, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Elle ne ressemble plus à une tête, elle ressemble à une tête de musée, alors, n'est-ce pas? Et on n'y croit plus, et à cause de Cézanne, et à cause de la photo, surtout. Parce que tout le monde, aujourd'hui, pense évidemment qu'une photo, en tant que ressemblante, elle est plus ressemblante qu'un tableau, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a pas mal de peintres abstraits qui vous font voir. Ça m'étonne toujours, je trouve très, très touchant, mais ça m'a toujours étonné, ça m'est arrivé assez souvent, non? Qui me sort la photographie de leurs femmes et de leurs enfants, pour me la faire voir. Je me demande bien ce qu'ils veulent me faire voir, n'est-ce pas? Moi, les photos, je ne les vois pas. C'est un signe. Mais quand j'ai la photo du petit-fils, petit enfant de peintre abstrait dans mes mains, je regarde et je ne comprends rien du tout, n'est-ce pas? Mais pour celui qui me fait faire voir la photo, ça signifie bel et bien que pour lui, c'est une présentation valable de son enfant et de sa femme et du monde extérieur, non? Donc, trouvant la photo semblante, il ne peut plus penser à concourir, parce qu'il se sent battu d'avance, forcément, non? Ou sinon, il dit, si je veux concourir malgré tout, et comme la vision de la photo entraînait la vision académique du monde, de nouveau, c'est ça qui est comique, d'ailleurs, non? Ils ont une frousse abominable de faire un tableau pompier, tout simplement. C'est ce qui arrive souvent, hein? Alors, être coincé entre le fait de ne pas pouvoir concourir avec la photo et de faire un tableau qui serait quelque chose qui ressemblerait justement à ce qu'on méprise en peinture, hein? Contre quoi ils se révoltent, d'ailleurs avec raison, hein? Ils ne peuvent plus même essayer de présenter le monde extérieur. Alors, vous pouvez compter sur le doigt, aujourd'hui, à Paris, les peintres qui réellement essayent à présenter le monde extérieur, à le copier, n'est-ce pas? Qui réellement essayent à copier un modèle assis devant eux. Il y a les pompiers, n'est-ce pas? Il y en a de moins en moins. Ceux du Salon des artistes français. Pour tout le monde, c'est périmé, n'est-ce pas? C'est parfaitement périmé. Même pour vous? Pour moi, bien entendu. Moi, j'ai recommencé à vouloir présenter ce que je vois, au fond, le jour même où il y a eu, pour moi, pour la première fois, une scission profonde entre ma vision de la rue et la vision photographique ou cinématographique. Ça s'est passé après la guerre, d'ailleurs, à peu près en 1945, je crois. Jusqu'à là, j'allais très souvent au cinéma avant la guerre. Je sortais du cinéma, je voyais la scène, je sortais, j'étais dans la rue, dans un café, il ne se passait rien. Il ne se passait rigoureusement rien. C'est-à-dire, il n'y avait aucune scission entre ma vision du monde extérieur, quoi, et la vision de ce qui se passait sur la toile. L'un était la continuation de l'autre. Jusqu'au jour où il y a eu une véritable scission, où au lieu de voir les personnages sur l'écran, j'ai vu des vagues taches noires qui bougeaient, et où je regarde les voisins, et du coup, je les ai vus comme je ne les avais jamais vus. Le nouveau n'était pas ce qui s'est passé sur l'écran, c'est ceux qui étaient à côté de moi. De ce jour-là, et je me rappelle très exactement, sortant boulevard Montparnasse, d'avoir regardé le boulevard comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre. Et la profondeur, et les objets, et les couleurs, et le silence, n'est-ce pas? Parce que ça jouait, c'était le film parlant, n'est-ce pas? Où tout me semblait autre et tout à fait nouveau. Donc, il y avait la curiosité d'en voir davantage. C'était, si vous voulez, une espèce d'émerveillement continuel de n'importe quoi, n'est-ce pas? Évidemment, j'avais envie d'essayer de le peindre, n'est-ce pas? Mais ça ne m'était possible d'essayer à peindre ou à faire une sculpture de ce que je vois que le jour où la réalité s'est revalorisée pour moi du tout au tout, n'est-ce pas? Où ça devenait un inconnu, mais en même temps un inconnu merveilleux.
Alors là, il y a au moins la possibilité d'essayer. À part ça, comme jusqu'à maintenant, j'ai échoué de la manière la plus totale, n'est-ce pas? Je suis totalement incapable de faire ce que, à l'Académie, c'est la chose la plus courante et pour n'importe qui. Et s'il ne s'agit que de copier un pot, eh bien tout le monde sait copier un pot, n'est-ce pas? Pas vous. Moi, je ne sais pas copier un pot. Mais Cézanne non plus. Ben, il a copié dans la mesure qu'il a pu. Comme vous. Non, ça, je préfère laisser tomber les comparaisons, hein. Parce que sinon, c'est le ridicule le plus absolu, n'est-ce pas? Absolument pas. Lui, il a copié d'une manière que je trouve très extraordinaire. Le fait même qu'on parle de Cézanne, et moi, je ne l'ai pas copié du tout. C'est tout la différence entre les deux, non? N'est-ce pas?